Quelque part au nord du Mali. Une colonne de 116 véhicules serpente à travers le désert. L'un des plus grands convois logistiques de l'opération Barkhane. Dans ces citernes et containers, de l'eau, du carburant, de l'armement, tout le matériel dont les soldats sur le terrain ont besoin pour combattre et survivre. Jocelyn est sous-officier, il est le chef mécanicien du convoi. Là, en fait, le sol, il est vraiment... c'est vraiment bien sableux, là, on peut vraiment bien se poser, donc il faut vraiment être attentif. La piste est pourtant semée d'embûches. Les crevaisons et les pannes mécaniques sont inévitables. En milieu de convoi, un véhicule est en difficulté. Un appel radio du lieutenant-chef d'escorte réquisitionne le mécanicien et ses deux équipiers. Echo 10. Portez-vous à hauteur de l'ensablement pour voir si on pouvait renforcer le dispositif. Echo 10. C'est un camion-citerne qui est ensablé. Son poids, plus de 20 tonnes. Une seule solution. Là, je vais le tirer avec le treuil. Un engin à l'arrêt et c'est tout le convoi qui est stoppé. Allez, on se dépêche. Il devient une proie facile pour les groupes djihadistes qui sèment la terreur dans la région. Un hélicoptère remonte la colonne de véhicules afin de détecter depuis les airs si aucun ennemi n'est en embuscade. Écartez-vous! Première tentative, les roues arrière restent fichées dans le sable. Ok, stop, arrête. Arrête. Faut que tu gardes une vitesse constante, hein. Faut pas que tu mettes des coups de gaz, hein. Une fois que c'est parti, t'accélères, hein. Deuxième tentative. Voilà, comme ça. Mission accomplie, le convoi redémarre. Echo 10, j'ai repris ma place. Là, sans votre intervention, là, qu'est-ce qui se passait? On aurait peut-être duré un peu plus longtemps. Le délai aurait peut-être explosé un peu, mais bon, on est là pour ça, hein. Il reste encore 4 à 5 jours de voyage avant de rallier le camp de Thessalite à 500 km au nord. 4 à 5 jours où tout peut arriver. « 4500 militaires composent l'opération Barkhane qui couvre 5 pays. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. La mission de cette force aux côtés des Nations Unies, assurer la sécurité des populations et lutter contre les GAT, les groupes armés terroristes affiliés à Daesh et Al-Qaïda notamment. De l'engagement militaire sur le terrain, on voit le plus souvent les actions des forces combattantes au contact avec l'adversaire. Mais pour mener cette guerre, les soldats en première ligne doivent pouvoir compter sur une logistique sans faille. Hébergement. Je peux planter ma maison. Voilà 4 mètres carrés de bonheur. Eau potable. Ça tient 1 semaine et demie. Mécanique. Ça y est, elle est débloquée. Bloc opératoire. Donc là, on retrouve le trajet de la balle, parce qu'en dessous, c'est décollé. Alimentation. Maintenance. Ça, t'as une pièce pour changer ça? Oui. Ou encore fret. Autant de missions effectuées par les militaires des armes du soutien et de la logistique. Toi, dès que la roue elle est dégagée, tu dégages, hein. L'autre, elle va renquiller derrière. Ils sont le nerf de la guerre. Sans eux, pas de ravitaillement, pas de vivres, pas d'armement. Sur l'opération Barkhane, 2 militaires sur 3 s'occupent du soutien logistique et administratif. De ces métiers méconnus dépendent le succès des opérations et bien souvent la vie des soldats engagés sur le terrain. Un visuel sur la moto qui remonte le convoi par la gauche. Leur travail est un défi permanent en raison du climat et de la menace djihadiste. Sur les impacts de Chicom, les obus qui sont tirés et qui tombent un peu n'importe où malheureusement. Depuis 2013,
23 soldats français sont morts. 7 d'entre eux appartenaient aux unités logistiques et de soutien. Pendant 3 semaines, dans les bases de Gao et de Kidal, et lors d'un des plus grands raids logistiques jamais effectués à travers le désert, nous avons partagé le quotidien de ces hommes et femmes qui œuvrent le plus souvent dans l'ombre, dans les coulisses de la guerre. Base militaire de Gao, J-2 avant le départ du convoi logistique. Ici stationnent environ 1300 soldats français. C'est depuis ce camp, le plus grand du Mali, qu'ils mènent leurs actions dans le nord du pays. Il est 11 h. Ce matin, c'est briefing mission. Dans 48 heures, une caravane de 116 véhicules se mettra en ordre de marche. Le plus grand convoi militaire jamais organisé sur les pistes désertiques du Nord Mali. La mission de ces hommes et femmes, ravitailler en armement, carburant et vivres, 2 bases avancées en zone sensible. Sur les rangs, des convoyeurs, des mécaniciens, un médecin, tous soldats de la logistique et du soutien. Pour le convoi à mon commandement, garde à vous! Convoi SGL de Bélier rassemblé à vos ordres, mon capitaine. Pour le convoi à mon commandement, repos. Bonjour à tous. Ce capitaine dirige l'opération. Donc le convoi il sera composé de 116 véhicules et donc il va s'agir pour nous de convoyer le fret, l'eau et du carburant. Sur le sol, un tracé sommaire de l'itinéraire. Ici Gao, ensuite le village d'Al-Moustara, Tabrichat. Le trajet au départ de Gao a pour destination la base avancée de Tessalit, dans le nord du Mali, proche de la frontière avec l'Algérie. 600 km de piste à travers le désert. Une scission du convoi est prévue à mi-parcours à Anéfis. Une quarantaine de véhicules prendra alors la direction de Kidal, autre camp de l'armée française. Temps de trajet estimé, entre 3 et 7 jours, selon les pannes et les crevaisons, avec le risque de la confrontation avec les groupes terroristes. Les visages sont graves, ces soldats de la logistique savent qu'ils partent pour la mission la plus dangereuse de leur mandat de 4 mois. De Gao à Anéfis, on aura affaire au groupe Al-Morabitoun et ensuite de Anéfis jusqu'à Tessalit, on aura le groupe Ansar-Eddin. Ce sont des combattants, donc je disais, aguerris, qui connaissent parfaitement nos modes d'action et qui savent très bien par où on va passer et qu'est-ce qu'on va faire. Donc la menace IED, clairement, sur ce convoi, c'est la menace principale. L'IED, c'est-à-dire la mine artisanale qui explose au passage des militaires ou qui est déclenchée à distance par téléphone portable. Comme le montrent ces images embarquées de l'armée américaine lors des conflits en Afghanistan et en Irak dans les années 2000. D'autres guerres, mais des ennemis usant des mêmes méthodes terroristes. Le mode d'action numéro 2, c'est l'attaque brutale. L'attaque brutale, donc soit par tir direct valorisé par IED, soit avec un SVB IED, donc un suicide bomber. Autre risque, les véhicules suicides. Tous ont en tête ce type d'attaque qui s'est déroulé 3 semaines plus tôt dans le centre-ville de Gao. Lors d'une patrouille, une voiture chargée d'explosifs est parvenue à frapper ce blindé français, faisant 4 blessés graves. Un risque que Mathieu, le lieutenant-chef d'escorte, veut à tout prix éviter. Il est le responsable de la conduite et de la sécurité du convoi. Si un véhicule s'approche du convoi, il devient suspect, d'accord? Les voyants doivent se mettre tout de suite au rouge, là. Et le cas ultime, s'il continue à foncer, il faut un tir de neutralisation. Donc soit sur le véhicule, mais sur le pilote. Il faut le stopper. Vigilance particulière pour l'arrière du convoi. Dans le nuage de poussière, attaque de janvier 2018, 4x4 qui a profité du nuage de poussière pour remonter. OK? Tous sont concentrés et prêts à affronter le danger. Effectivement, il y a des risques qui nous ont été présentés, qui ne sont pas minorés ni maximisés. Ils sont présentés à leur juste mesure avec les comptes rendus renseignements qui nous sont fournis. Donc on sait sur quoi on s'engage, mais tout est mis en œuvre et on a les moyens de faire face à tout ça. Donc pas d'inquiétude outre mesure, voilà, une vigilance, parce que ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui.
Au même moment, à l'autre bout du camp. En opération extérieure, l'élément central du moral des troupes, c'est le réfectoire. Quand ils ne sont pas en opération sur le terrain, en ration, c'est à l'ordinaire que les soldats prennent leur repas. Environ 1300 personnes qu'il faut nourrir 3 fois par jour. Servir près de 3000 repas quotidiennement, en plein milieu du désert, est un véritable défi. C'est bon les gars? Si le réfectoire est dans un bâtiment en dur, les cuisines, sous bâche, sont montées sur 2 plateformes alimentées par des groupes électrogènes. C'est des conteneurs hein, qui se transportent sur des camions, qui se déplient, qui s'assemblent, et puis ça fait une cuisine. Donc là, on en a collé 2 une à l'autre, donc ça fait 4 conteneurs en tout, pour pouvoir faire à manger pour 1000 personnes. Au fourneau, des cuisiniers civils maliens encadrés par Michael. Le tourneau d'eau de dinde, vous le faites à côté là-bas? Une grande part de la nourriture vient de France, pour des recettes exclusivement françaises. Ça nous rappelle le pays, quand les gens ils passent à la chaîne, c'est un petit coin de chez nous. Un petit coin de France, mais sous une température extrême. On est monté jusqu'à 45 degrés. Mais là, vu qu'ils travaillent avec les sauteuses, ça va continuer à monter au fur et à mesure. La contrainte. On s'y est habitué, mais au bout d'un certain temps, quoi. Il a fallu 3 semaines, 1 mois d'adaptation. Mais bon, maintenant on s'y fait, quoi. Même le matin, quand on se lève, qu'il fait 25 degrés, on trouve qu'il fait froid. Face à cette météo, la bonne conservation des aliments est cruciale pour prévenir toute intoxication alimentaire. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de livraison. Chaque semaine, entre 15 et 18 tonnes de nourriture sont acheminées sur la base de Gao. Ce camion arrive de Bamako, capitale du Mali, où a transité sa marchandise. Il a parcouru 1200 km, escorté par l'armée malienne. Si la région ouest du pays est actuellement la moins dangereuse, les attaques terroristes ne sont pas exclues pour autant. À la réception, Jean-Louis. Jean-Louis est un civil. Il travaille pour l'Economa des armées, une centrale d'achat, un organisme public prestataire du ministère des Armées. Ça, c'est de la bonne cam, ça. Au dépotage, des militaires français et des civils maliens. Jean-Louis a l'œil sur tout. Si les fruits sont pas bons, on prend pas. Donc la qualité du fruit, la consistance, un fruit pourri, c'est comme sur le marché, vous le prenez pas, donc ici c'est pareil. Hein. Bon, la différence qu'ici, il y a quand même énorme la livraison, donc un fruit avarié, on le laisse passer, mais un cajot, non, ça passe pas. Dans ce camion, 4 tonnes de fruits et légumes, l'équivalent d'une semaine de consommation pour Gao et ses 3 bases avancées. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, mais aussi France, ces marchandises arrivent de partout. Là, vous avez les raisins qui viennent d'Afrique du Sud, par exemple. Vous voyez le conditionnement, hein. C'est frais, c'est propre, c'est joli. Au camp de Gao, Jean-Louis est une sorte de régisseur. Ici, je gère tout ce qui est vecteur routier pour l'alimentation en fruits et légumes, surgelés, frais et secs. Après, toutes les livraisons spécifiques, ce que la force a besoin, vous pouvez me demander des éléments de cuisine, des ballons de foot, tout ce qui passe par nous, on commande et on fait livrer. Le grand défi de la journée, c'est maintenant. La livraison du frais par ce camion frigorifique. C'est bon, chargement. 10 tonnes de produits type yaourt, fromage ou charcuterie. C'est bon. Avec une obligation, les transférer en chambre froide le plus rapidement possible. Une gageure vu la température extérieure. Aujourd'hui, il fait 38 degrés à l'ombre. Là, c'est la ruche. Faut pas rester dans nos jambes, là. Non, les produits frais, on va pas se permettre. On peut pas jouer avec la santé des gens. Hein. Militaires et civils maliens se livrent à une véritable course de vitesse. S'il y a rupture de la chaîne du froid et avarie de la marchandise, c'est tout l'approvisionnement de la semaine qui disparaît. En moins d'1 heure, tout est rangé dans les frigos et les congélateurs. Oui, c'est un défi, oui. C'est un défi, mais bon, on va les relever. Hein. La preuve, après, aux militaires d'envoyer sur les bases. Hein. Un autre travail commence.
L'autre travail, c'est le chargement des hélicoptères qui vont livrer les denrées fraîches et périssables aux bases avancées à 1h30 de vol. Les autres marchandises pour ces camps, comme le carburant, les pièces mécaniques ou les munitions, partent elles dans 2 jours par voie terrestre dans le convoi. Il est 5 heures, le jour se lève sur le camp de Gao. Comme chaque matin, des sections combattantes partent en mission pour quelques heures ou quelques jours. Pour les autres, y compris les unités de soutien et de logistique, c'est l'heure du sport. Il fait déjà plus de 20 degrés. Dans 1 heure, il sera trop tard, il fera trop chaud. 7 heures, tout le monde est au travail. Et en cette veille de départ en convoi, les mécaniciens sont particulièrement sollicités. Pour ce voyage, ils seront 7, leur chef, Jocelyn. Ah, du coup, il faut essayer d'en emmener un petit peu plus. Il fait le tour de tous les véhicules et de leurs pilotes. Ça va bien? En opération, on ne se serre pas la main, on check. Tu vas bien? Ça va bien? Pour une bonne raison. En fait, ici, pour éviter certaines maladies, on va dire qu'on ne peut pas se serrer la main. Disons qu'on a les mains qui traînent un peu partout. Et vu qu'ici, c'est assez délicat, je préfère checker que de me retrouver à aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Chacun prépare son véhicule et son matériel. Il ne faut rien oublier, sur la piste, il sera trop tard. Il a vraiment pété? Donne-le-moi. Le matériel, les hommes, ça va être costaud. Ça va être costaud. Le chef mécanicien a 13 ans de carrière. C'est son 2e séjour de 4 mois au Mali. Il a déjà participé à plusieurs convois, il connaît le danger, mais il n'y pense pas. J'ai juste envie de me dire qu'en fait, là, on est parti pour une belle aventure. Là, j'ai pas le temps de me préoccuper d'avoir tel et tel souci. Là, je m'occupe vraiment, déjà, pour partir, c'est les véhicules. Les checker, regarder ce qu'on peut éviter comme panne avant de sortir. Pas se retrouver à 10 km. Ah, un flexible qui était mal serré, une courroie qui frottait, qui vient de casser. T'essayes de tout anticiper, quoi. J'essaye au maximum, j'essaye de regarder ce qui va pas. De toute façon, il y aura des casses, ça sera compliqué, faudra creuser, faudra tirer, il fera chaud, on aura soif. Ça va pas être très confortable, là, tout ça. Confortable? Pas besoin de confort. Un convoi, c'est un peu comme un garage qui se déplace. Matériel précieux, les pneus de secours. Est-ce que tu sais combien ils ont prévu là pour partir sur le convoi? 60 pneus. 66 pneus. Ok. Une précaution bien utile. Ça, c'est ce qui peut arriver sur un convoi. Donc voilà le terrain du Mali, ce qu'il peut faire aux pneumatiques. Contrairement aux idées reçues, dans le désert du Sahel, le sable peut être dur comme la pierre et les roches coupantes comme des lames de rasoir. Au Mali, le climat et la géographie sont rugueux pour les hommes comme pour le matériel. Conséquence, les ateliers mécaniques tournent à plein régime. Ils sont 105 mécaniciens pour un parc de 1200 véhicules. Chaque semaine, du blindé au poids lourd, ce sont en moyenne 60 véhicules qui passent au garage pour des réparations plus ou moins complexes. Mais toujours urgentes. Un blindé en panne est un blindé de moins en opération. Donne-moi le petit tournevis Tom-Pouce, là. Lambert, sergent mécanicien de 25 ans, est dans l'armée depuis 4 ans. Son travail est un challenge au quotidien. Ça y est, elle est débloquée. L'échec n'est pas permis. Ah non. Ah non, non, non. C'est toujours réparable. Pas d'échec. Faut y arriver, hein. On n'a pas le choix, de toute façon. Parce qu'on n'a pas un stock illimité de véhicules. Donc forcément, il faut réparer pour que ça sorte. En 4 mois, c'est un quart des véhicules de la force de Gao qui passera entre les mains des mécaniciens. Après, une fois que tu auras décroché le bas... En opération, Lambert et ses collègues ont plus de travail que lorsqu'ils sont en régiment en France, mais avec moins de moyens. Et voilà, encore un support bien arraché. En France, on a un peu plus d'outillage, on a plus de matériel. Ici, y a le matériel présent et c'est tout. Avec les outils qui sont cassés, c'est beaucoup moins facile à remplacer qu'en France.
Comment vous faites? On se débrouille avec autre chose. Système D. On trouve toujours un moyen. Lambert aurait dû être du voyage sur le convoi. Mais il y a un mois, il s'est blessé au dos sur une mission précédente. Ça t'ennuie de louper ça? Ah oui, parce que c'est le plus gros convoi du mandat. Et les choses ont fait que je la loupe. Donc c'est un autre qui part à ma place. L'autre, c'est Jocelyn. Mais lui aussi a bien failli être remplacé. Il s'est blessé lors du dernier convoi. Avant de partir, assez rapidement, de nuit, j'ai pas vu un obstacle. En fait, mon tibia a tapé. Donc du coup, j'ai une petite ouverture, juste à faire soigner avant de partir. Le mécanicien consulte à l'infirmerie du camp. Amélie a 28 ans, elle est capitaine et médecin. Alors bon, ça évolue plutôt pas mal, on dirait. Hein. Ouais, là, on voit que c'est bien en train de se refermer. La plaie, elle est quasiment comblée. On va continuer toujours le même protocole et puis normalement, ça devrait continuer de bien cicatriser dans les jours qui suivent. Sa blessure date d'1 mois, mais à cause de la chaleur et de la transpiration, la plaie s'est surinfectée. Ouais, c'était la plaie qu'on avait à l'origine. C'était une plaie qui aurait mérité, je pense, 5-6 points largement. Parfois, il faut un peu aller les chercher pour pouvoir bien les soigner. Ils ne se laissent pas forcément soigner facilement. La grande peur, c'est toujours l'inaptitude et d'être débouqué d'une mission. Et forcément, personne n'en a vraiment envie, quoi. Ils nous cachent un peu des choses. Effectivement, pour cette raison, le mécanicien a attendu 1 semaine avant d'aller consulter le médecin. J'ai eu la peur qu'on me dise, bon, ben, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc, Et ça, c'est pas envisageable? non, c'est pas envisageable. Non, c'est pas envisageable. C'est une mission que t'as envie de faire. Ah, c'est une belle mission, une belle aventure. Il reste 1 jour de préparation à Jocelyn avant le départ en mission. En opération extérieure, en OPEX, comme disent les militaires, les mécaniciens travaillent 7 jours sur 7. Alors, pour souffler un peu, à proximité de leurs ateliers, ils ont construit leur popote, leur club, ouvert tous les soirs à partir de 18h30. Un écran géant, il y a même un terrain de pétanque, un baby-foot, sans oublier le bar, géré par les mécaniciens eux-mêmes. Oh putain, 16 006, vous auriez pas ça par hasard? Cette semaine, c'est Lambert qui est au service. 6004. Ici, on paye en monnaie locale. Ok. 800 francs CFA la bière la moins chère, soit 1 euro. Hop, 3004. Ici, on fait pas de bénéfice, on achète les bières, on les revend. C'est juste, voilà, ça nous permet d'avoir un petit point de convivialité près de là où on vit, en fait. Ça n'a l'air de rien, mais la popote offre une respiration essentielle aux soldats. Si on peut pas souffler ou décompresser le soir, il y en a, ils tiendront. Enfin, on pourrait ne pas tenir le coup, parce qu'on est quand même là 4 mois, voire 4 mois et demi. Ça peut être long quand même. Si on peut pas souffler de temps en temps, c'est long. Aujourd'hui, Lambert a 26 ans. Merci, hein, ouais, merci. Un anniversaire en OPEX, c'est particulier? Ben oui, on est loin de la famille, donc forcément c'est particulier. Mais ça se fait. J'ai déjà payé une tournée et là on en réclame une autre, forcément. Une autre, avec modération cependant. La bière, c'est 2 canettes maximum par jour et par personne. Dimanche matin, 6 h. C'est le jour J, le départ du convoi. Ça y est, on y est là. Ça y est, c'est parti. Elles sont 6 femmes dans le convoi. Pour Amélie, la capitaine médecin, c'est le tout premier. Son état d'esprit? Sereine. On est bien préparé. La doc, comme on la nomme ici, anticipe déjà. Dans ses boîtes, des sels de réhydratation, des compléments énergétiques à dissoudre dans l'eau. On sait qu'il va faire très chaud, il y a des véhicules qui ne sont pas climés, donc on préfère prévenir que guérir. Donc on sait que si les gens sont mieux hydratés, ils font moins de problèmes de malaise, de choses comme ça, quoi. La chaleur, ça sera l'ennemi numéro 1 là sur le convoi.
Avant le départ, le colonel commandant les forces logistiques s'adresse à ses hommes. Moi, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est que vous rentriez toutes et tous et en bon état. Donc, la seule recommandation que je vous ferai, c'est d'une part de vous faire confiance à vous-même, parce que toute la préparation qu'on a faite jusqu'ici, c'est pour pouvoir réagir correctement lorsqu'il y en aura besoin. Et là-dessus, je suis particulièrement confiant. Je vous souhaite un bon convoi, on vous suivra depuis Gao, et donc à très bientôt. Pour le convoi. Bon, embarquez. C'est parti. Les 63 véhicules militaires se mettent en ordre de marche. Chaque engin a une place bien précise. Allez, ça y est les gars. Jocelyn est en milieu de colonne. À son bord, 2 jeunes mécaniciens. C'est leur première opération extérieure et leur premier convoi. S'il y a le moindre souci, faut pas hésiter à le dire. Le mec qui est un peu fatigué, je préfère qu'il me le dise. Il n'y a pas de héros, je veux pas que le mec il pousse ses limites. Le mec est fatigué, il me le dit. C'est bon ? À la sortie du camp, les camions de transport d'entreprises civiles maliennes, affrétés par l'armée, s'imbriquent dans le convoi selon un ordre établi. Ce sont au total 117 véhicules qui quittent Gao pour le sable et la chaleur du désert. Heureusement, la plupart des engins sont climatisés. Il n'y a pas de route précise. Les conducteurs doivent suivre les traces du camion qui précède sans jamais dévier. La piste, elle, est tracée par ce véhicule, celui des démineurs du génie. Un curieux engin façon Mad Max, au blindage renforcé, capable de détecter une mine enterrée à 50 cm. En avant du convoi, il faut un check. Check de la piste, check de la zone. C'est pour éviter tout ce qui est IED, les pauses IED. Donc le véhicule est passé à un certain endroit, on respecte cette trace pour pas s'écarter. On peut dire que c'est une ligne de vie. En gros, on peut dire que c'est ça, une ligne de vie. Le port du casque, les lunettes par éclat et le gilet pare-balles sont obligatoires, malgré le blindage. Les soldats en parlent peu, mais le risque de sauter sur un engin explosif est dans tous les esprits. Moi, je l'ai déjà vécu. Ça m'est déjà arrivé. Pas moi personnellement, mais le véhicule derrière moi, oui, ça je l'ai déjà vu. Il s'est passé quoi? En fait, il s'est juste écarté et en fait, il est passé pile poil dessus, quoi. Donc, après, il n'y a pas eu de mort, hein, ils s'en sont bien sortis. Mais le véhicule était HS, quoi. Ça fait réfléchir. On est un peu plus attentif. On sait où on met les pieds. Seuls autorisés à dévier des traces, quelques blindés légers qui sécurisent et escortent le convoi. Comme celui de Jérémy, sous-officier au 515e régiment du train, force logistique spécialisée dans le transport routier, quel que soit le terrain et la menace. 20, un visuel sur la moto qui remonte le convoi par la gauche. Le blindé de Jérémy est équipé d'une mitrailleuse surmontée d'une caméra de visée au zoom très puissant. Il peut observer et faire feu si nécessaire, sans s'exposer à l'extérieur en tourelle. Dans le désert, la menace peut surgir de nulle part. Pour cette raison, tout est suspect. Comme cette moto qui croise en sens inverse. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ils sortent de n'importe où et en plein milieu du désert, vous croyez seul, au final vous allez voir une moto arriver. Donc il n'y a rien aux alentours. Donc là, il faut vraiment être vigilant à cet endroit. Les consignes sont précises. Aucun véhicule ne doit s'approcher à moins de 200 mètres. Pas trop vite, ralentis. 99, halte en tête. Ah, attends, avance. J'ai pas visé sur le mec là-bas. Stop. 20 à gauche de la piste, environ 150 mètres, un enfant qui est en attente. Pareil. Cet enfant est peut-être une sonnette, un informateur des terroristes. C'est régulièrement des enfants qu'ils utilisent. Donc, à certains endroits, c'est bizarre de voir un enfant avec un téléphone. Donc, il n'a rien dans les mains.
Il n'y a pas d'appareil photo. Ah non. On regarde qu'ils n'aient pas un appareil photo ou un téléphone, ça pourrait leur permettre de renseigner les terroristes sur la composition du convoi, sur le nombre de véhicules qu'on est, et surtout pour leur dire où se trouvent les chefs ou les véhicules sensibles. Pour cette fois, rien à signaler. Reprise de la piste dans le camion de Jocelyn. Mais quelques minutes plus tard, à peine 10 km parcourus, un camion civil est victime d'une crevaison. Pour ce type d'incident, les militaires n'interviennent pas. Les véhicules affrétés sont censés être autonomes. Chaque arrêt est synonyme de vulnérabilité. Florian, le jeune mécanicien, doit vérifier qu'aucune mine ou engin explosif commandé à distance ne se trouve à proximité du camion. Le jeune homme est un peu tendu, alors Jocelyn le rassure. Tu vas, sans stress, tout va bien se passer. Faut pas essayer de se mettre dans la tête que il y en a pas partout. Il y en a pas partout. C'est bon? Florian n'a pas le choix, il doit descendre. Je me mets à leur place, j'ai été à leur place. C'est la première fois qu'ils sortent comme ça. Je sais que le contexte est difficile. Il faut juste qu'ils apprennent à ne pas rechercher le danger tout le temps. Il faut juste qu'ils fassent son job tranquillement et tout va bien se passer. Pour sécuriser le périmètre, les soldats ont une procédure établie. Ils appellent cela le 5-25. Il part du véhicule, il fait 5 mètres, il va jusqu'à 25 mètres. Ça fait une bulle de sécurité. Au moins, on est sûr que dans cette zone, il n'y a pas de... Enfin, sûr. On n'a pas décelé quelque chose de potentiellement dangereux. Pendant que Florian effectue sa première sortie de véhicule et scrute le sol, attentif où il met les pieds, en amont du convoi, Jérémy s'est rendu au contact du camion victime de la crevaison. Son objectif, estimer le temps de la réparation. 20, 30 Non, 15, c'est là. Juste 15. 15 minutes pour un camion de 20 tonnes avec les moyens du bord. Ils sont impressionnants parce qu'ils ont pas besoin de grand chose pour démonter un pneu, ils ont même pas besoin de chandelle pour soulever leur camion, ils font tout avec une simple barre à mine, donc c'est vraiment impressionnant quand même. Tant que le poids lourd est immobilisé, le convoi est stoppé. Hors de question de laisser le camion et sa cargaison seuls dans le désert. Une cargaison inconnue de Jérémy. Ça peut être de tout, pièces détachées, ça peut être alimentation, eau, ça peut être vraiment de tout. Peu importe pour Jérémy, sa mission est de permettre le transport de la marchandise, quelle qu'elle soit, jusqu'à Thessalite. Ici, on y va 30-40 minutes, ils ont tout fait. Ils ont enlevé la roue, ils ont déjanté, ils ont remis un autre pneu. On y va. Merci, chef. Au revoir. Du côté de Jocelyn, pour Florian, le jeune mécanicien, la première sortie s'est très bien passée. As. Impeccable. Florian, c'est pas facile le premier, il y a une petite appréhension. Ah, on va dire qu'on n'est pas à l'abri. Je suis les conseils du chef et ça passera bien. À peine reparti, nouveau message radio, nouvelle panne. Cette fois-ci, une crevaison sur un véhicule militaire. Jocelyn et ses deux jeunes mécaniciens attendent une escorte pour se porter sur la panne. Ils vont rouler dans ses traces. Là, il faudra me sortir les plaques qu'il y a dans les bras. En raison du nombre de camions et des distances de sécurité, le convoi s'étend sur plus de 20 km. Le véhicule à dépanner, c'est celui de Mathieu, le lieutenant-chef d'escorte du convoi. Ok, t'en mets une dessous là, une dessous. En plus du camion de Jocelyn, celui avec les pneus de rechange, le low-piste. Allez, dépêchez-vous les gars. Le camion est équipé d'une grue.
bien plus pratique et rapide que le cric. Là, on va le soulever, là. Le chef mécanicien sait que de la vitesse de la réparation dépend la reprise du convoi. Allez, commence à préparer la roue derrière. Alors il active ses jeunes équipiers. Toi, dès que la roue elle est dégagée, tu dégages. Hein. L'autre, elle va renquiller derrière. Les soldats de la logistique ne baissent jamais la garde et assurent leur propre sécurité. Ce qui est certain, c'est qu'on est observé. Si on montre des signes de baisse de vigilance, tôt ou tard, on sera frappé. Donc on reste au maximum et puis ça tient à l'écart les gens qui seraient mal intentionnés à notre égard. Ok, chef. Ok, fini. Le désert met les véhicules et les hommes à rude épreuve. Dans la journée, Jocelyn va être confronté aux pannes et crevaisons qui vont s'enchaîner. À chaque fois, les mécaniciens ne prendront pas plus de 15 minutes pour réparer. Une vraie performance dans des conditions éprouvantes où la chaleur atteint 50 degrés. Il est 17h, retour avec Jérémy, en tête de convoi. 20 pour la mise en place de la BOAT, je demande le renfort de 21, je n'ai pas assez de personnel. La BOAT, c'est le campement pour la nuit. Le rôle de Jérémy, stationner les camions civils et militaires en bon ordre. Ok, là-bas, à l'intérieur, vous allez. Pas facile en plein désert, sans repère précis. On a l'impression que ça n'en finit jamais avec la longueur des camions. C'est à cause des camions civils. Vous en avez une cinquantaine, donc ça n'en finit plus. Mais vous inquiétez pas. Allez, si tout va bien, dans un quart d'heure, c'est fini. Un quart d'heure. Le campement, c'est comme les caravanes des cow-boys au Far West. Sauf qu'au lieu de se placer en rond, les militaires constituent un carré à l'intérieur duquel ils seront protégés. À chaque angle du carré, un véhicule posté en surveillance. Les militaires s'installent pour la nuit, des hamacs pour les uns, des lits de camp pour les autres. Amélie, la doc, prépare son bivouac au confort sommaire. On devient rustique. Il y a du plaisir quand même là-dedans? Oui, c'est un peu l'aventure, quoi, donc c'est sympa. On sort un peu de sa zone de confort et ça change, quoi. Ça fait découvrir de nouvelles expériences. Amélie a 28 ans. Ses 9 années d'études ont été financées par l'armée. C'est sa première opération extérieure. L'OPEX, c'est un peu ce pourquoi on a signé en fait, au tout début, quand on avait 17-18 ans, qu'on a commencé nos études, qui sont longues. Et du coup, au bout de toutes ces années, c'est enfin, voilà, on y est enfin, quoi. Après 9 ans. Aujourd'hui, ça a été pour vous? Ah oui, la journée était tranquille, on n'a pas du tout, on n'a pas eu de soucis particuliers au niveau santé sur le convoi, donc après nous, moi, on travaille finalement, mieux c'est pour tout le monde, mais probablement qu'on aura des petites consultations ce soir, des petites plaies à soigner, des choses comme ça. Le cabinet médical, c'est ce véhicule blindé. Amélie est assistée de Johan, un infirmier, et d'un auxiliaire sanitaire. C'est là, il reste quasiment rien. Ouais. Parmi les patients, Jocelyn. Même en convoi, il bénéficie de soins quotidiens pour sa jambe. Ça va, c'est plus du tout douloureux, là. Non, c'est beaucoup moins sensible qu'au début. Ouais. Les pathologies les plus fréquentes, ça va être des petites plaies, des petites coupures sur les mains, des entorses de cheville, vraiment des soins courants, voilà, un peu de déshydratation, tout ça. Finalement, les urgences vitales, ce sera surtout dans le cadre de la blessure de guerre, en fait. Mais heureusement, on n'en a pas tous les jours. Donc on est plutôt le cabinet de médecine générale itinérant, quoi. Ça, un cabinet de médecine générale avec 2 fusils d'assaut. Exactement. Et blindé. C'est tout bon? C'est tout bon. Okay. À la prochaine. Merci. De rien. De rien. À demain. À demain. Aujourd'hui, ils ont parcouru 120 km. Il reste encore 4 à 5 jours de voyage pour Tessalit, 2 jours pour les 40 véhicules qui s'achemineront vers Kidal. Au même moment, à 350 km au nord-est de Gao, Kidal, destination d'une partie du convoi. 300 Français cantonnent ici. Leur camp jouxte celui des soldats des forces de l'ONU. Kidal est une petite base isolée du monde
où les conditions de vie sont plus rudimentaires qu'à Gao. Ici, peu de bâtiments en dur, la plupart des militaires logent sous tente. Pendant 4 mois, la vie des combattants est rythmée par les patrouilles quotidiennes et la traque des terroristes dans le désert. Les soldats de la logistique et du soutien, eux, ne sortent jamais du camp. Quant au ravitaillement, il dépend des rotations d'hélicoptères venus de Gao et des convois. Le monsieur soutien de la base de Kidal, c'est Didier, un lieutenant. Âgé de 49 ans, cet ancien sous-officier a 27 ans de service. Et vous les avez, les moustiquaires? Sur la base, Didier est celui qu'on appelle pour tout problème d'intendance. Des sanitaires à la laverie, de l'approvisionnement en nourriture à l'équipement du quotidien. Ok, c'est bon, toi? Là, ça fonctionne. Ah, ici, il y a un truc, là. Viens voir ici. Ce matin, c'est un problème de robinetterie sur les douches. Ça, t'as une pièce pour changer ça? Oui. Ok. Et voilà, race. Elle est à la température idéale ce matin. Ce qui n'est pas le cas du soir. Elle est fraîche? Elle est... non, pas fraîche. Elle est fraîche, elle est pas fraîche, elle est agréable, on va dire. Parce que fraîche ici, ça n'existe pas. En tout cas, en période estivale, sans doute. L'hiver peut-être, mais en ce moment, non, c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de chauffer, là? Non, absolument pas. Donc là, il y a un système effectivement de chauffage, mais non, il n'est pas utile. Ici, c'est pas la peine. Cette installation est une douche militaire de campagne. Une remorque salle de bain avec 8 cabines individuelles en structure souple et plastifiée. Dans chaque cabine, tout est pensé pour le confort et l'intimité du soldat. Comme ses compartiments. Donc on peut mettre ici, vous mettez ici les affaires propres, les affaires sales et les chaussures vers le bas. C'est bien étanche, ça nous permet de garder les affaires au sec. Et une fois que la douche est faite, on peut se rhabiller. Nous sommes bien au sec. L'approvisionnement en eau sanitaire pour les douches est le travail des Waterboys. Ils pompent l'eau depuis un forage, puis alimentent les 26 cuves et citernes souples disséminées dans le camp. Une eau très précieuse. En coulisses, Didier doit s'assurer du bien-être des combattants sur ce terrain hostile. Les troupes de mêlée, il ne faut pas qu'ils se posent des questions. Quand ils rentrent ici, il ne faut même pas voir il faut pas qu'ils s'aperçoivent de notre travail. Il faut que quand ils ouvrent le robinet, il faut qu'il y ait de l'eau, tout simplement. Donc c'est là notre mission, c'est que tout se passe bien sans que ça se voit. C'est un peu le but du soutien. Soutenir, c'est aussi nourrir. Dans le camp de Kidal, il n'existe pas de réfectoire. Les soldats vivent en section et cuisinent eux-mêmes leur nourriture. Les vivres, ils les récupèrent quotidiennement sous cette tente. Ici, pas de caddie, mais des brouettes. Pierre, jeune caporal-chef, attend son tour. À 9h du matin, on vient, on pose nos brouettes. Donc c'est le premier arrivé, premier servi. Et après, on fait la queue et on passe chacun son tour. C'est l'épicerie, là, en fait? C'est ça, ouais. Ouais, petit intermarché à Kidal. Sympa. Le responsable de cette épicerie un peu particulière, c'est encore Didier. Du surgelé, des boîtes de conserve, des fruits et légumes. Vous voulez la dernière salade, les gars? Des marchandises livrées depuis la base de Gao par hélicoptère, 1 à 2 fois par semaine. Allez, bonne journée, les gars. C'est au tour de Pierre et de l'un de ses camarades de faire les courses. Oh, pommes de terre, on en a? Il y en a. Vous prenez ce que vous voulez? Oui, au niveau de toute cette partie-ci, on prend ce qu'on veut. Et après, au niveau des pâtes et de la viande, c'est eux qui nous disent, suivant le nombre qu'on est, qu'est-ce qu'on prend. Tous les jours, c'est différent. C'est eux qui font le menu. Vous payez? Ah non. Non, c'est gratuit. Heureusement, ça va. C'est déjà ça. Sympa, la supérette, alors. Ah oui, c'était pareil en France, c'était pas mal. Allez, bonne journée, à bientôt. Merci. À Kidal, les militaires vivent en carré. Les parachutistes entre parachutistes, les mécaniciens entre mécaniciens. Chaque carré porte un prénom féminin, héritage de traditions militaires de la guerre d'Indochine. Nicole est l'antenne médicale du camp. Et Pierre est auxiliaire sanitaire. Il vit ici avec 12 collègues, médecins et infirmiers. À nous, capitaine? Oui. Ce soldat secouriste est toujours au plus près des patrouilles et des combats.
Dans la base, il est aussi une sorte d'aide-soignant pour les blessures du quotidien. L'infirmerie occupe un des 4 bâtiments en dur, vestige de cette ancienne caserne de l'armée malienne. On a la clim, on a plusieurs frigos pour réfrigérer. On a tout le matériel nécessaire à faire des soins propres, quasiment comme en France, quoi. Donc c'est bien pour les patients. Ils sont plutôt pas mal. Je pense qu'ils sont contents. Ça va ? Le premier patient de Pierre ce matin est un capitaine parachutiste qui souffre d'une infection au visage. Il avait un furon, c'était un poil incarné à force de se raser. Ça, c'est la chaleur qui fait aussi... Oui, la chaleur, le fait de se raser tous les jours. Après, avec le casque lourd, ça appuie au niveau de là où il y avait le poil. Du coup, il y en a régulièrement. C'est souvent. Ça dure une quinzaine de jours de soins et après, c'est reparti normalement. Ah ouais, là, tu m'as mis un truc de compact, là. Ah, vous m'avez dit que vous vouliez plus gros. On dirait que j'ai arrêté une balle avec les dents, quoi. Ah, comme ça, on est sûr que ça bougera pas. C'est bon pour vous. C'est bon ? Merci. Eh bien de rien, à demain. Ouais. À Kidal, le confort est sommaire. Pierre a quand même sa chambre individuelle. Cette alvéole de 4 mètres carrés sous tente. Le plus important ici, c'est quand même le lit, hein, là où on dort, où on se repose pour être bien pour l'émission, être frais pour l'émission. La clim aussi, qui est quand même très très important, parce que vu les conditions météorologiques, c'est quand même mieux d'être au frais pour dormir, bien se reposer. Ça, et après, tout ce qui est quand même livre et ordinateur pour s'évader et être un petit peu tranquille. Ces 4 mètres carrés sont son univers privé pendant 4 mois, loin de sa femme et de son fils âgé de 4 ans. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Comment on tient ? À force, on a l'habitude. Après, on a des petites photos, on envoie des messages, on nous envoie des lettres aussi, des petits colis. Ça fait toujours plaisir, ça permet de se rappeler la France et eux. Alors ça, c'est un petit cadeau de mon fils pour la fête des pères qu'il m'a envoyé par la poste, avec un petit poème derrière. Papa, un tout petit poème pour mon papa que j'aime, un gros baiser gentil pour mon papa chéri, et un joli sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, papa. Ça fait vraiment plaisir de recevoir ça. Ça fait chaud au cœur, ça permet de passer l'OPEX plus rapidement. En opération, le moral des militaires passe par le lien avec les familles. Ouais, ça va ? Grâce à un réseau numérique installé par l'armée, Pierre appelle sa femme et son fils 2 à 3 fois par semaine. Bisous. Ouais, bisous, je t'aime. Tu lui dis tout ? On évite de tout dire. C'est mieux pour eux, ils sont moins de soucis. On ne dit pas tout. Et de toute façon, s'il se passe réellement quelque chose, ils le sauront bien avant qu'on les appelle. Elle est inquiète ? Je pense un petit peu, ouais, forcément. Surtout avec ce qui s'est passé récemment dans la zone. Ça inquiète un petit peu tout le monde. Mais bon, on s'habitue avec le temps. C'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. C'est un choix que tu as fait, quoi. Ah, moi, oui, tout à fait. Mais je veux dire, pour la famille, pour eux, c'est pas un choix qu'ils ont fait que leurs concubins partent à l'étranger et risquent leur vie tous les jours. Eux n'ont pas fait ce choix-là. Nous, oui, mais eux, non. Il est 19h. Dans le carré Ginette, celui de Didier, c'est bientôt l'heure du dîner. Ça va les gars, Saf, soir. Donc qu'est-ce que nous annoncez au menu ce soir? Pas de bolognaise. Ça vous va, mon lieutenant? Ouais, ça ira bien ce soir. Par contre, on n'a qu'un oignon, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. Ce soir, c'est Amandine et Anthony qui sont de corvée de repas. Le roulement se fait par binôme. Visiblement, les pâtes d'Amandine sont attendues. Ça change des rations, franchement. Plus qu'en France au régiment, en opération pendant 4 mois, les barrières entre officiers, sous-officiers et militaires du rang s'estompent. Merci, Custo. Entre la bonne ambiance et le travail intense au quotidien, les jours défilent rapidement. Ça passe très très vite. On a toujours des choses à faire, à droite, à gauche. Si on n'a pas de travail, on va aider les autres. Donc je me pose jamais. C'est bien ça. C'est bien pour moi en tout cas, parce que quand on est le chef et qu'on a un subordonné qui ne se repose jamais, c'est facile. Ça me permet en fait à moi de me reposer sur eux. Didier plaisante. Dès demain 5h, comme son équipe, il sera sur le pont pour une nouvelle journée de soutien aux unités combattantes. À 200 km de Kidal, le convoi progresse. Il doit encore parcourir 100 km avant de rejoindre Anéfis, le point de scission.
100 km, les plus impraticables et les plus dangereux du périple. À partir de maintenant, le niveau de vigilance des militaires est accru. On rentre dans la zone hotspot. C'est quoi hotspot? Alors une zone de hotspot, c'est une zone qui a concentré un nombre d'attaques dans les mois précédents. Donc là, la zone qu'on va franchir, il y a eu 4 événements IED depuis le début de l'année sur une portion d'une quarantaine de kilomètres. Sur la piste, les carcasses de poids lourds témoignent du danger. Ils faisaient partie d'un convoi civil non encadré par l'armée. Ça montre que l'itinéraire reste dangereux. Hein. Vous avez les... Voilà, ben là, 6 camions qui ont été attaqués et qui sont fait dépouiller. Ce que ne dit pas le lieutenant, c'est que les chauffeurs ont été massacrés par les terroristes. Il faut essayer de ne pas trop y penser pendant la mission. Pendant la mission, il faut rester concentré sur l'action. Après, il y a forcément une part aussi de chance. Il faut y croire à sa chance. Il ne faut pas tout miser dessus. Ça doit rester une part infime. La vraie proportion, c'est la préparation, la concentration et la chance, c'est les derniers pourcentages. Aujourd'hui, le danger n'est pas l'ennemi djihadiste. Soudainement, droit devant, une masse compacte qui fonce en notre direction. Un mur de sable. Là, en fait, là, il y a une tempête qui arrive. Une belle tempête, même. Claque la porte, hein. Ici, Connery, donc j'ai demandé à mon élément de zonage de mettre les warnings qui sont bien visibles dans la tempête et d'avancer à très bas allure pour vous aider. En quelques secondes, la visibilité devient quasi nulle. Doucement quand même. L'ordre tombe à la radio, stop convoi. Problème, sur son passage, la tempête efface les traces des véhicules ouvreurs. Le risque est trop grand, décision est prise de bivouaquer à proximité. Un quart d'heure plus tard, le ciel se dégage. Les camions reprennent la piste pour rejoindre la zone de stationnement. Ben là, en fait, on est arrivé au point où ils vont faire la séparation du convoi. Donc ceux qui vont partir à Kidal et ceux qui vont partir à Tessalit. Le convoi s'arrête à quelques kilomètres d'Anéfis, la zone de séparation. Demain, certains continueront vers Tessalit au nord, d'autres poursuivront vers Kidal à l'est. Il faut faire vite. Il est 17h30. Dans quelques minutes, il fera nuit noire. Pas le temps d'organiser un campement en carré. Le stationnement sera compact, en file parallèle. Les camions finissent de se parquer à la nuit tombée. Encore une dizaine de minutes pour s'installer et ils devront éteindre leurs phares. La lumière fait d'eux des cibles. Au lever du jour, Jérémy et Jocelyn prendront la piste vers Tessalit. De notre côté, nous quitterons le convoi, direction Kidal. Deux jours plus tard, à 10 km de Kidal, en fin d'après-midi. 61-63, avez-vous visuel sur l'élément de AMI, en progression vers notre position? Les éléments amis, c'est le convoi qui approche. Après 3 jours de piste et 350 km parcourus, les camions sont en vue et attendus. Il est bien protégé ce convoi. Obligé. Si on veut manger, il faut protéger le convoi, parce que c'est eux qui nous ramènent le matériel, n'est-ce pas? Et vous voyez bien, sans matériel, on ne peut pas faire notre travail. L'accent de ce sous-officier identifie son unité d'appartenance. 60. Une troupe de légende. Regardez, qu'est-ce que j'ai dans la poche. Voilà. Donc... C'est quoi ça? Ça, c'est un béret vert de la Légion étrangère. Arthur est adjudant au célèbre 2e REP, les paras de la Légion. Depuis 2013, année du début de l'intervention française au Mali, ces combattants sont régulièrement déployés en première ligne dans le pays. Ils connaissent les pièges des groupes terroristes, ils se méfient de tout. Mais notre ennemi, regardez comme il est, donc il est chez lui. Il connaît mieux le terrain que nous, non? Donc forcément,
Aujourd'hui, il est pauvre fermier, et le soir, il est peut-être notre ennemi numéro 1. Ça, on ne peut pas savoir. Donc ici, il faut être en permanence sur ces gardes? Ah, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le convoi arrive à hauteur de son escorte. Pour les 10 derniers kilomètres, la progression se fait en toute sécurité. Arrivés au camp, les 40 camions civils sont pris en charge par les hommes de la logistique. Et les gars, il faut aligner par rapport au bastion de voile, qu'il soit bien à l'annexe. Bien, bon. Ok, top, nickel. Ouais, très bien, ouais. Nous retrouvons Didier, le lieutenant responsable du soutien du camp de Kidal. Avec son équipe, il réceptionne la livraison de l'eau potable. Et avec Didier, tout doit être au cordeau. C'est la rigueur militaire, c'est ça. Il faut que ce soit aussi joli, bien rangé et joli. Mais bon, on va pas passer 10 jours quand même. C'est pas plat, donc. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. Non, mais c'est bon, c'est bien. La rigueur militaire est respectée. Vous voulez savoir le nombre de litres ou pas dedans? Ouais, vérifie quand même. Ouais, vérifie tout. De toute façon, il va falloir tous les vérifier pour les quantités. Dans ce container, 8000 litres d'eau en bouteille. Ça s'en tient, ça fait 1 semaine et demie. Voilà, comme en fonction des missions, en fonction du personnel présent, c'est 6000 parfois par semaine, donc 1 semaine et demie, le conteneur est vide. En tout, ce matin, Didier perçoit 240 000 litres d'eau, soit 10 mois d'approvisionnement. De l'eau minérale qui provient d'Afrique. L'eau, donc elle vient du Burkina Faso. Pour celle-là, donc nous avons deux eaux de provenance. Le Burkina Faso pour celle-là, et là, comme vous pouvez le voir, elle vient pas très loin. Elle vient du Mali, de Bamako. Nous aurions rêvé d'avoir de l'eau française, mais ça coûterait certainement trop cher. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2016, un militaire en opération extérieure coûte chaque mois 10 000 € de plus que lorsqu'il reste en France. Le camp de Kidal est une cible pour les djihadistes. En alerte permanente, même à l'intérieur du camp, les militaires du soutien sont armés, même si leur vocation première n'est pas le combat. Ça, sont donc nos 4 gilets pare-balles. Ça, c'est au cas où, si nous devions changer de posture de sécurité. Même si la situation paraît calme, la situation peut évoluer rapidement. Et puis, voilà, un obus peut tomber. Donc, il faut toujours rester vigilant, c'est ce qui est notre cas. Donc, c'est pour cela que nous avons les équipements à portée. Si nous devons les revêtir, on les enfile et c'est parti. Et le danger n'est jamais loin. Il est 17 h, soudainement au loin, une détonation. Les postes de garde sont en alerte. Mais depuis le camp français, impossible d'apercevoir d'où elle provient. Didier a entendu la détonation, il est sorti de son carré. Ça peut être quoi, ce bruit d'explosion? C'est peut-être une mine artisanale qui s'est déclenchée au passage d'un véhicule. Ça fait quoi quand on entend ça? C'est toujours impressionnant quand même parce que c'est un bruit qui n'est pas commun. On essaie de rester calme et puis on attend d'avoir des informations pour savoir si ce ne sont pas des camarades qui sont éventuellement touchés. On s'y habitue pas? Jamais, je crois. Non, jamais. La crainte de tous les militaires en opération, c'est de perdre l'un des leurs. Nous sommes arrivés à 300 et on veut repartir à 300. C'est ça le plus important. Le but de la mission, nous sommes ici au Mali pour défendre une cause. Mais le but, c'est de rentrer tous ensemble et de se retrouver éventuellement au régiment. Dans la soirée, Didier apprendra que la voiture d'une famille malienne a roulé sur une mine, blessant gravement ses 3 occupants. Depuis 2013, 23 soldats français sont morts au Mali.